Bonjour, ici Anis Assad, externe 1 à l'Université de Montréal. Nous traiterons dans ce podcast des diagnostics différentiels principaux de la douleur scrotale aiguë chez l'adulte. Nous réviserons l'anatomie de la région scrotale, ainsi que les éléments clés se rapportant à l'épidémiologie, la physiopathologie, la présentation clinique et le traitement de 3 pathologies essentielles à maîtriser en pratique générale. Sur le plan anatomique, plusieurs structures peuvent être impliquées dans la douleur scrotale aiguë. Le testicule est en général de forme ovoïde et mesure environ 3 à 5 cm de long. Il comporte une coque lisse et ferme, appelée albuginée. Celle-ci est recouverte dans les 2/3 antérieurs par la tunica vaginalis, une membrane séreuse issue du péritoine. Elle est composée de 2 feuillets, soit le feuillet viscéral accolé au testicule et le feuillet pariétal fixé à la paroi du scrotum. Il arrive que du liquide s'accumule entre les 2 feuillets, induisant une tuméfaction au niveau du scrotum. On parle alors d'hydrocèle, d'hématocèle ou de piocèle. L'épididyme, composé de la tête, du corps et de la queue, est une structure tubulaire enroulée en postérieur du testicule, allant de ses pôles supérieurs à inférieurs. Les spermatozoïdes cheminent le long des tubules du red testis vers l'épididyme pour rejoindre le vas déférent. Une épididymite, soit l'inflammation de l'épididyme, est souvent secondaire à la propagation à rebours via le vas déférent d'une ITSS, d'une infection urinaire ou d'une prostatite. Le cordon spermatique est la structure enveloppant le paquet neurovasculaire du testicule et le vas déférent. Il est formé par la superposition du fascia spermatique externe, du muscle crémastérien et du fascia spermatique interne. Le cordon spermatique peut se tordre le long de son trajet et compromettre la vascularisation du testicule. On parle alors de torsion testiculaire qui, comme nous le verrons, est une urgence chirurgicale. L'appendice testis est un vestige des canaux de Müller que l'on retrouve dans la partie antéro-supérieure du testicule. Cette structure d'environ 3 mm de longueur est à risque de torsion en raison de sa forme pédonculée, particulièrement à l'enfance. Enfin, il est important de noter que le testicule est richement vascularisé. On note l'artère spermatique dérivant directement de l'aorte, l'artère déférentielle, originant de l'artère iliaque interne, et l'artère crémastérienne inférieure, originant de l'artère épigastrique inférieure. Notez que l'artère spermatique et l'artère déférentielle passent toutes les deux par le cordon spermatique, contrairement à l'artère crémastérienne. Le retour veineux est assuré par le plexus pompiniforme qui se poursuit en veine testiculaire et se jette dans la veine cave inférieure à droite et dans la veine rénale gauche à gauche. La varicocèle est une dilatation variqueuse du plexus pompiniforme secondaire à une dysfonction des valves en aval ou à une obstruction mécanique. Notez que la varicocèle se présente plus fréquemment à gauche puisque la veine gonadique gauche se jette au niveau de la veine rénale gauche plutôt qu'à la veine cave. Dans l'évaluation de la douleur scrotale aiguë, la priorité est l'identification des conditions médicales ou chirurgicales urgentes, à savoir l'épididymite aiguë, la torsion testiculaire et la gangrène du fournier. Revoyons ces 3 pathologies ensemble. L'épididymite aiguë est la cause la plus fréquente de douleur scrotale aiguë. Il arrive fréquemment que le testicule soit aussi inflammé, on parle alors d'orchiépididymite. L'épididymite est la plupart du temps secondaire à une infection, mais peut dans de rares cas se développer dans un contexte de traumatisme ou de maladie auto-immune. Chez les hommes de moins de 35 ans, particulièrement ceux présentant des facteurs de risque d'ITSS, les organismes les plus fréquemment retrouvés sont Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis. Chez les hommes de plus de 35 ans sans facteur de risque d'ITSS, l'infection est souvent associée à une neuropathie obstructive secondaire à une hypertrophie bénigne de la prostate. Dans ce cas, on retrouve plus fréquemment des bacilles gram-négatifs, particulièrement E. coli et Pseudomonas. Ces pathogènes sont aussi plus souvent retrouvés après une manipulation urologique ou des relations sexuelles anales non protégées. Cliniquement, le patient présente un tableau de douleur testiculaire progressive habituellement unilatérale. Une sensibilité et une tuméfaction au niveau de l'épididyme ou du testicule est souvent observée, le plus souvent en postérieur. Un écoulement urétral peut être observé en cas d'ITSS et on peut retrouver dans certains cas un hydrocèle réactionnel, un érythème ou un édème au niveau du scrotum, ainsi que de la fièvre. Chez le patient qui présente une orchiépididymite secondaire à des germes urinaires, des symptômes classiques d'infection urinaire peuvent être présents, tels que de la polyacurie, de l'urgenturie et de la dysurie. À l'examen physique, le réflexe crémastérien est préservé. Rappelons que ce dernier consiste à effleurer la face interne de la cuisse
pour induire une contraction du muscle crémaster aboutissant à l'élévation du testicule ipsilatéral. Aussi, une trouvaille significative est un signe de Prehn positif. Dans ce cas, le patient est soulagé lorsqu'on soulève le testicule atteint. L'épididymite est un diagnostic clinique. Une anamnèse détaillée et un examen physique ciblé permettent d'éliminer les pathologies nécessitant une indication chirurgicale et d'orienter la prise en charge. Le diagnostic d'épididymite est confirmé par la présence de pyuries et de bactéries dans l'analyse d'urine. Une culture d'urine et un prélèvement pour la recherche de chlamydia et de gonorrhée par TAN sont réalisés pour compléter le bilan clinique. Un Doppler couleur peut être demandé si une suspicion de torsion testiculaire persiste. Dans un tel cas, on retrouve un flux artériel normal dans le testicule et un flux artériel augmenté dans l'épididyme, secondaire à un hypermétabolisme réactionnel. Un traitement empirique est généralement recommandé selon les facteurs de risque. Pour les patients de moins de 35 ans ou à risque d'ITSS, on recommande une couverture pour gonorrhée et chlamydia avec une dose de ceftriaxone et de la doxycycline par voie orale pendant 10 jours. Pour les patients âgés de 35 ans ou plus et à faible risque d'ITSS, on recommande une couverture pour les agents pathogènes entériques avec de la ciprofloxacine par voie orale pendant 10 à 14 jours. Pour les patients de tout âge qui pratiquent des relations sexuelles anales, on recommande une plus large couverture avec une dose de ceftriaxone intramusculaire en plus de lévofloxacine par voie orale pendant 10 jours. Un suivi rapproché doit être effectué afin de s'assurer d'une évolution favorable, car l'orchipididymite peut parfois se compliquer par un tableau d'abcès scrotal nécessitant un drainage. Une réévaluation du diagnostic doit être considérée en absence d'amélioration clinique 48 à 72 heures après le début du traitement. En cas d'infection gonococcique, un test de contrôle est recommandé. Un dépistage 3 à 6 mois après le traitement de l'infection initiale est aussi recommandé. Une consultation en urologie en aiguë doit être envisagée si un abcès concomitant est suspecté. Une consultation peut aussi être demandée en électif afin d'évaluer l'arbre urinaire et rechercher une cause sous-jacente à cette infection. Abordons à présent la torsion testiculaire. La torsion testiculaire est une urgence chirurgicale. Elle touche plus souvent l'adolescent et le jeune adulte. Ce phénomène s'explique par une fixation inadéquate du pôle inférieur du testicule à la tunique vaginale. Une fixation haute, en antérieur ou céphalique, offre une plus grande liberté de déplacement au testicule. Ceci prédispose à une torsion testiculaire de manière spontanée ou suite à un traumatisme. La diminution du flux artériel induit des dommages irréversibles après 6 heures d'ischémie. Ceci compromet la viabilité du testicule et augmente les risques d'infertilité à long terme. La présentation clinique se distingue par une apparition subite d'une douleur scrotale intense, la présence de nausées, de vomissements et une douleur référée au niveau abdominal ipsilatéral peuvent être retrouvées. À l'examen physique, on recherche une déformation en battant de cloche, c'est-à-dire un testicule horizontalisé et surélevé. Le testicule contralatéral peut aussi être horizontalisé. Le réflexe crémastérien est habituellement absent du côté atteint. Le signe de Prehn est négatif. Dans les premières heures, la forme du testicule est souvent peu impressionnante, mais après quelques heures d'ischémie, une augmentation de volume et une induration peuvent être présentes, accompagnées d'un édème scrotal. La torsion testiculaire est un diagnostic clinique. Le recours à l'échographie Doppler couleur peut être effectué devant un tableau clinique douteux, mais cela ne doit en aucun cas retarder la chirurgie exploratoire. L'intervention chirurgicale doit être réalisée dans un court laps de temps, car la viabilité du testicule passe de 80% après 6 heures d'ischémie à pratiquement 0% après 12 heures. L'intervention consiste à dérouler le testicule tordu, puis à l'attacher à la paroi scrotale pour éviter une récidive. La même procédure est réalisée au testicule contralatéral par prévention. Une détorsion manuelle immédiate sans imagerie peut être envisagée si une chirurgie ne peut se faire dans les 2 heures. Sachez que sa réussite est variable. Comme les testicules tournent habituellement vers l'intérieur, la détorsion s'effectue en tournant le testicule vers l'extérieur comme lorsqu'on ouvre un livre. Souvent, plusieurs tours sont nécessaires. Le soulagement de la douleur et de retour du flux artériel au Doppler sont attendus. Enfin, il est important de différencier la torsion testiculaire de la torsion de l'appendice testis. Cette dernière touche particulièrement les enfants de 7 à 14 ans. Cliniquement, le patient rapporte une douleur testiculaire scrotale subite comparable à une torsion testiculaire, et ce, en absence de signes infectieux. À l'examen physique, on observe parfois une induration nodulaire bleutée de quelques millimètres au pôle supérieur du testicule.
il arrive parfois que le réflexe crémastérien soit absent. Souvent, l'échographie Doppler couleur permet de préciser le diagnostic. On note alors une lésion nodulaire hyper- ou hypoéchogène supratesticulaire de 2 à 3 mm avasculaire et un hydrocèle réactionnel. Contrairement à la torsion testiculaire, la chirurgie n'est pas nécessaire. Un traitement médical par INS est privilégié. Pour terminer, abordons la gangrène de Fournier. La gangrène de Fournier est une fascite nécrosante des tissus mous du périnée qui atteint souvent le scrotum. Les facteurs de risque sont le sexe masculin, l'âge de plus de 50 ans, le diabète, l'obésité, l'immunosuppression, l'éthylisme, le cathétérisme urétral chronique et le traumatisme urétral en présence d'infections urinaires. La gangrène de Fournier est habituellement la complication d'une chirurgie récente, d'un abcès périrectal, d'une infection des glandes périurétrales ou d'une infection du rétropéritoine. L'infection est dite mixte car elle implique des bactéries aérobies et anaérobies, notamment le Streptococcus pyogène, le Bacteroides et le E. coli. La propagation de l'infection induit une ischémie tissulaire par occlusion étendue des petits vaisseaux sous-cutanés, ce qui entraîne un infarcissement cutané suivi d'une nécrose cutanée et des fascias. La croissance des micro-organismes anaérobies stricts, comme le Bacteroides, se poursuit tout en favorisant le métabolisme anaérobie des bactéries anaérobies facultatives, comme le E. coli. Ceci aboutit à la gangrène. La gangrène de Fournier se présente de manière insidieuse. Le patient peut rapporter une gêne au niveau digestif ou périnéal qui est aspécifique, suivie par un érythème du scrotum qui s'étend progressivement au pénis et à la paroi abdominale. La douleur scrotale s'étend par la suite le long du périnée et de la paroi abdominale. Des signes systémiques tels que la fièvre, la tachycardie et l'hypotension sont souvent présents. À l'examen physique, la peau est froide et prend un aspect bronzé. Le métabolisme anaérobie produit un dégazement d'hydrogène et d'azote qui s'accumule dans les tissus sous-cutanés. On retrouve alors des petites vésicules nauséabondes et des cloques. Les crépitations à la palpation sont caractéristiques de la gangrène de Fournier. La zone érythémateuse présente un édème important et une hypoesthésie. Le réflexe crémastérien, par contre, est préservé. La gangrène de Fournier reste un diagnostic clinique. Les examens paracliniques ont pour intérêt d'évaluer la gravité du tableau et d'orienter le geste chirurgical et l'antibiothérapie. Ils impliquent une formule sanguine complète, un bilan hépatique, un bilan de coagulation, un gaz artériel, une analyse culture d'urine ainsi qu'une hémoculture. On retrouve généralement une hyperleucocytose marquée. Un tableau de sepsis et d'insuffisance rénale aiguë sont parfois présents. Le recours aux modalités d'imagerie telles que le CT scan ou l'IRM permettent de préciser l'extension de la gangrène ainsi que d'identifier le point de départ. Toutefois, les études d'imagerie ne devraient pas retarder l'exploration chirurgicale, surtout lorsqu'il existe des preuves cliniques d'une infection progressive des tissus mous. Le traitement de la fascite nécrosante consiste en une exploration chirurgicale agressive précoce avec débridement du tissu nécrotique, ainsi qu'une antibiothérapie à large spectre et un soutien hémodynamique au besoin. Une colostomie est réalisée si la région périanale est atteinte afin d'améliorer le processus de cicatrisation et d'éviter une contamination des pansements avec les matières fécales. Une sonde à demeure permettra de repérer l'urètre et de vérifier la diurèse. Aussi, l'oxygénation hyperbare peut être envisagée pour augmenter l'efficacité des antibiotiques et faciliter la cicatrisation par augmentation de l'angiogénèse et de l'activité fibroblastique. Une reconstruction est réalisée dans les semaines suivant le débridement chirurgical. Une greffe de peau semi-épaisse est habituellement prélevée de la face antérieure de la cuisse. Malgré un traitement précoce et les techniques modernes, la mortalité reste élevée, notamment en raison du taux de complications important et des multiples comorbidités des patients. Pour compléter ce podcast, il est intéressant de noter que le diagnostic différentiel de la douleur scrotale aiguë va au-delà de ce que nous venons de discuter. Parmi les autres diagnostics, on retrouve notamment les traumatismes, dans la rupture de l'albuginée, des masses scrotales bénignes qui engendrent parfois de l'inconfort, tels que l'hydrocèle, le spermatocèle, le varicocèle, le cancer des testicules, l'orchite virale, la hernie inguinale, particulièrement la hernie inguinale incarcérée en aigu, ainsi que la douleur référée retrouvée dans certains contextes tels que la rupture de l'anévrisme de l'aorte abdominale, l'urolithiase, l'appendicite rétrocécale, les tumeurs rétropéritonéales et la hernie discale.
Cette balado-diffusion a été revue et approuvée par Julien Letendre, urologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.